Allez, rebonjour mes Terminal G3, on y retourne vers un monde nouveau et on espère meilleur. Donc j'ai fini il y a quelques instants, hein, et en plus c'est vrai, je me suis juste accordé une petite mi-temps de 2-3 minutes pour enchaîner sur cet espoir de monde nouveau. Donc on a vu hein, dans la première partie je résume très brièvement, on a fait un peu le bilan de cette guerre qui est véritablement catastrophique, à la fois donc sur le plan humain. Oh là. Ah oui, alors ça, vous voyez, ben, vous allez vivre en direct les joies du programme Team, qui en fait, où chaque prof qui fait ses rendez-vous avec ses classes, ben, on en reçoit l'invitation. Donc non, je ne veux pas aller en philosophie demain avec vous. Donc voilà, vous voyez en direct demain 15h45. Petit café philo, mais ça sera sans moi, donc je ferme. Euh, donc un monde détruit hein, au niveau à la fois humain, hein, avec des pertes jamais vues, avec cette particularité d'avoir donc, plus de morts civiles que de militaires. Un monde détruit au niveau matériel, économique, les villes sont rasées, les moyens de communication sont complètement bloqués, l'économie est véritablement exsangue, les monnaies ne valent plus rien. Donc tout est à refaire et puis bien sûr un bilan moral où voilà le moral est vraiment à zéro. Euh, je ne sais plus si j'en avais fait allusion ou pas, mais en tout cas, oui, je vous parlais d'Auguste Comte hein, avec le positivisme, c'est plutôt à la fin si on veut faire bah, justement, vous voyez, ça m'interpelle vos petites invitations philo. Alors je ne vais pas dire la naissance, parce que ce courant, il existait déjà un petit peu à la fin du 19e siècle, mais il était assez marginal, et là, il va vraiment prendre de l'ampleur. Il y a un courant philosophique qui va vraiment se développer à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, qui est l'existentialisme, avec comme figure de proue en France Jean-Paul Sartre, peut-être ça vous dit quelque chose, et c'est un courant philosophique assez noir, hein, anti-religieux, hein, parce que voilà, c'est un courant philosophique qui dit que voilà, l'homme, c'est son existence, hein, il doit être maître de son existence, d'où l'existentialisme. Il est maître de son destin, donc, et ben, ce qu'il a montré ces dernières années, tout au moins au début du XXe siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est franchement pas radieux. Et donc c'est un courant assez négatif hein, qui est intimement persuadé que l'homme va conduire le monde à sa perte. Et donc même dans la littérature, hein, on aura des traces de cet existentialisme avec des romans où finalement les héros sont pas forcément mieux que ceux qui le poursuivent. Donc on a une espèce de mélange de héros, de salauds. Et voilà, dans un monde assez noir où finalement il n'y a personne pour racheter l'autre, quoi. Donc voilà, on est dans ce mouvement-là où, souvenez-vous, je vous avais parlé aussi des expériences scientifiques qui avaient été menées pour essayer de comprendre pourquoi, enfin savoir si l'Allemagne avait enfanté une génération de monstres ou si ça faisait partie, finalement, cette monstruosité, elle faisait partie de chacun d'entre nous et qu'elle ne demandait qu'à voilà, sortir quand on l'y autorisait. Et c'est un petit peu d'ailleurs la conclusion qui avait été sortie de cette recherche scientifique, hein. Il suffisait que, voilà, si on avait à peu près l'assurance d'avoir l'immunité sur nos actes les moins avouables, ben, on ne se privait pas hein, pour y plonger, hein. Et notamment, souvenez-vous, cette expérience où on tournait un bouton qui déclenchait soi-disant une décharge électrique et qui faisait hurler les gens. Bah, tant qu'on n'est pas vu, tant qu'on n'est pas reconnu, tant qu'on sait qu'on voilà, on sera pas inquiété pour ça, ben, on ne se gêne pas pour le faire, quoi. Donc voilà. Alors, pour autant, malgré ce monde détruit, malgré cette population dévastée, malgré ce moral dans les chaussettes, bah, on se dit qu'il faut quand même essayer de rebâtir quelque chose et essayer de rebâtir un monde quand même sur de meilleures bases. Donc,
on va voir dans cette deuxième partie un peu la partie espoir. Mais avec, on verra assez rapidement, le fait que ces espoirs vont être assez rapidement en vain, et ce qui nous amènera dans la troisième partie, où on verra qu'on va revenir tout de suite à la réalité, et cette réalité, elle n'est pas très emballante. Alors, dans ce monde nouveau, ben, c'est d'essayer de créer un monde de paix et donc d'empêcher le retour à la guerre. Donc on va essayer de mettre en place des mesures, des institutions qui vont essayer de garantir au monde la paix. Ce qu'on avait essayé de faire déjà à la fin de la Première Guerre mondiale, hein, avec la SDN par exemple, mais qui avait échoué. Donc, on va essayer, hein, vous voyez dans ces deux documents, qui montrent déjà à la fois les espoirs et les limites, hein, une nouvelle institution qui va remplacer la SDN qui avait disparu avec la Deuxième Guerre mondiale, qui va être l'ONU. Alors, vous voyez, l'ONU, une assemblée hein, de la plupart des pays de la planète, qui va s'occuper des affaires économiques et sociales, qui va s'occuper aussi de gérer les actes qui sont condamnables dans le monde à partir donc d'un code pénal international. Donc il y aura une cour de justice internationale et puis une cour pénale pour sanctionner, donc une cour de justice pour vérifier que voilà ce qui a été fait est bien conforme au droit, et si ça ne l'a pas été, une cour qui va pénaliser, qui va sanctionner ceux qui ne l'ont pas respecté. On s'occupera aussi de l'aspect économique et social. Ce conseil, enfin cette ONU, hein, donc, parce que vous avez compris qu'il s'agissait de l'ONU, sera dirigé par un secrétaire général, mais sera aux mains, vous voyez, d'un conseil de sécurité, et notamment, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais voilà, il y a des membres non permanents, mais il y a surtout des membres permanents qui ont un droit de veto, c'est-à-dire que si vous avez 193 pays, enfin 192 pays qui votent oui à une proposition de décision, si un de ces cinq-là dit non, ben, la décision est annulée. Donc on est vraiment ici dans des super pouvoirs, hein, super pouvoirs qui sont donnés, vous voyez, à la Russie, enfin donc l'URSS à l'époque, aux États-Unis, à l'Angleterre, donc qui sont donc considérés comme étant les trois grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. La Chine, parce que c'est le pays le plus peuplé, on ne peut pas non plus les ignorer. Et puis, bah, on peut toujours se demander hein, pourquoi la France, qui est quand même un pays qui a été battu en 5 semaines contre les Allemands, qui a été le pays qui a le plus collaboré avec l'Allemagne nazie, se retrouve parmi les vainqueurs. Ben, en fait, c'est la volonté d'un homme, hein, de Gaulle, qui a réussi à convaincre que en fait, la France de Pétain, c'était pas la France, que la vraie France, c'était la sienne, celle qui résistait et qui a réussi à libérer une bonne partie de son pays. Donc, on a des super pays là, qui ont des super pouvoirs, et puis vous avez autour de cette ONU gravite un certain nombre d'institutions qui vont s'occuper voilà, de l'enfance, qui vont s'occuper de l'aide alimentaire, qui vont s'occuper de la santé, qui vont s'occuper du commerce, et qui sont surtout, et c'est là la grande différence avec la SDN, qui vont disposer d'une armée. Alors pas une armée pour aller faire la guerre, hein, mais une armée d'interposition pour protéger éventuellement ceux qui sont menacés par d'autres. Pour autant, voilà, hein, très vite, on voit très bien que le monde se réorganise, et il se réorganise autour de deux superpuissances. D'un côté les États-Unis, de l'autre côté l'URSS, qui voilà, vont essayer de s'appuyer sur ce rôle de vainqueur pour mince, pourquoi ça s'en va, pour augmenter, essayer de développer au maximum leur influence sur le monde, avec notamment, on en reparlera, les États-Unis qui utiliseront beaucoup l'arme économique, puisque, on l'a vu dans la séquence précédente, que les États-Unis disposaient des 2 tiers du stock d'or mondial de la planète. Donc on a
une assemblée internationale qui va essayer voilà, d'encadrer le monde et de faire en sorte que ça soit un monde de paix, mais on sent déjà tout de suite qu'on a deux grandes puissances qui voilà, ont l'intention de jouer un rôle majeur dans la nouvelle organisation du monde. Donc, la conférence qui va mettre en place l'ONU, elle a lieu à San Francisco en 1945. Au départ, il y a 50 pays hein, signataires, et puis ça augmentera au fur et à mesure. Donc voilà, hein, je ne reviens pas sur ce que j'ai expliqué juste avant, qui a pour objectif de maintenir la paix dans le monde, de promouvoir la défense, les droits de l'homme, le développement et la coopération internationale. Cette charte des nations, donc il y a une charte des Nations Unies hein, qui est élaborée donc, par ces 50 pays signataires qui voilà, ont pour objectif voilà, de mettre sur papier clairement les grands principes à respecter et qui doivent donc assurer la paix dans le monde. Voilà, donc trois objectifs, maintenir la paix et la sécurité dans le monde, promouvoir et défendre les droits de l'homme et développer la coopération internationale. On est bien encore là ici, vous voyez, dans un objectif plutôt américain. Quand on parle de coopération internationale, on pense surtout à une coopération économique. Encore une fois, je vous l'avais déjà dit, hein, les Américains pensent que à partir du moment où les pays sont liés les uns aux autres par des liens économiques, on crée un lien d'interdépendance qui du coup limite les envies de se faire la guerre puisqu'on dépend des autres. Deuxième objectif, reconstruire les économies puisqu'elles avaient été laminées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on a une autre conférence hein, qui va essayer de réorganiser l'économie mondiale, c'est ce qu'on appelle la conférence de Bretton Woods. Je vous laisserai lire le texte. Vous avez ici une petite caricature qui vous montre, vous l'avez compris je pense, là, le rapport de force économique en possession d'or hein, entre les différents pays certains pays de la planète. Et vous voyez ici bien sûr l'écrasante domination des États-Unis sur les autres pays. Et puis, vous voyez l'évolution du PIB, donc des richesses, hein, produit intérieur brut. Je me rappelle, hein, c'est la base, ça, hein. PIB, PNB, hein, c'est deux indicateurs de richesse qui montrent deux choses un petit peu différentes. PIB, produit intérieur brut, on additionne les richesses qui sont produites sur le sol national. Si on parle du PIB français, on additionne toutes les richesses qui sont produites sur le sol français. Le PNB, c'est donc le produit national brut. Donc là, on prend en compte les richesses produites par les entreprises nationales. Donc si on prend le PNB français, on additionne toutes les richesses produites par les entreprises françaises. Autrement dit, si je prends le PIB français, on va prendre par exemple en compte McDo à Somain. Non, excusez-moi, on ne dit pas Somain, on dit Soma. C'est comme ça qu'on dit, hein, je pense, pour ceux qui habitent dans le coin. Donc à Soma, McDo, c'est dans le PIB français, mais c'est dans le PNB américain. Vous me suivez? Inversement, si on prend Renault par exemple, Renault c'est dans le PNB français, les usines Renault qui sont en France c'est aussi dans le PIB français, mais si Renault a une usine de fabrication d'une de ses voitures en Pologne, ça fera partie du PNB français, mais ça fera aussi partie du PIB polonais, puisque c'est des Polonais qui y travaillent, qui vont générer de la richesse, qui vont dépenser cet argent, donc ça sera interne à la Pologne également. Donc on voit bien ici, hein, vous voyez, les deux temps faibles d'une tendance à la croissance quand même au long du XXe siècle, hein, la crise de 29 qui fait baisser le PIB, puis la Deuxième Guerre mondiale qui le refait baisser aussi. Pour le reste, on a une inexorable montée en puissance des richesses et notamment à la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusque quasiment au début des années 70 où on parle de cette période que vous connaissez tous hein, et dont on reparlera en fin d'année, des 30 glorieuses, ces trentaine d'années à peu près de prospérité sans précédent. Alors, les accords de Bretton Woods prévoient la création de nouvelles institutions internationales dans le domaine monétaire et financier.
et ouvre donc l'ère de la mondialisation, hein, puisque c'est ce que veulent les Américains. Ils veulent mettre en place des liens économiques qui dépassent les frontières, qui permettent de créer des liens d'interdépendance entre les pays. Autrement dit, hein, je vous l'avais déjà dit, hein, je pense que si vous êtes dans une tranche d'âge où vous pouvez imaginer que le slogan Faites l'amour, pas la guerre peut avoir du sens, quand on est un peu plus vieux et que voilà, on est un peu éventuellement désabusé de l'amour, on parle du principe que faire du business, ça évite de faire la guerre. La conférence de Bretton Woods, hein, qui est organisée dès 1945, donc avant même la fin de la guerre, avait déjà anticipé hein, la remise en place d'une nouvelle économie à l'issue de la guerre. Donc retour aux parités fixes entre les monnaies, je vais expliquer après, création du Fonds monétaire international et création d'une banque internationale pour la reconstruction et le développement. On appelle la BIRD, hein, B-I-R-D. Donc, retour aux parités fixes entre les monnaies, c'est-à-dire que voilà, on décide que pour avoir une livre anglaise, il faut autant de francs français et ça ne bouge pas. Dans les années qui suivront la guerre, on fera en sorte que ça ne bouge pas tant que voilà, il n'y a pas d'évolution majeure, de chamboulement majeur dans l'économie. Donc il faut avoir des références précises, claires, pour qu'on puisse développer, je m'en vais où là, développer une économie stable. Et donc la seule monnaie qui va être convertible en or, ça sera le dollar, hein, parce que c'est la seule monnaie qui est vraiment solide et qui peut voilà, suivre la comparaison avec l'or. Alors l'or, c'est une valeur qui est très stable. On ne découvre pas des dizaines de kilos d'or par jour hein, sur la planète. Donc l'or est une valeur un peu refuge, c'est-à-dire que en période de croissance, bah, la valeur de l'or n'augmente quasiment pas, mais en période de crise, la valeur de l'or ne diminue quasiment pas. Elle est un petit peu en marge de tous les aléas économiques. Donc c'est une valeur sûre. La seule monnaie qui peut tenir la comparaison avec l'or, c'est le dollar. Donc c'est-à-dire que vous pouvez aller dans une banque avec des dollars, de dire voilà, j'ai 1000 dollars, je voudrais 1000 dollars d'or, et on vous donnera l'équivalent de 1000 dollars d'or. Si vous arrivez avec vos francs français en disant voilà, j'ai 1000 francs français, donnez-moi de l'or, on va vous rigoler au nez. Parce que voilà, c'est les monnaies, les autres monnaies du monde bah, sont trop faibles pour tenir la comparaison. Donc on a l'or, on a une monnaie référencée sur l'or, le dollar, et puis après on a les autres monnaies pour lesquelles on définit une valeur les unes par rapport aux autres. Au moins on sait à quoi s'en tenir. Quand vous achetez, si jamais vous voulez acheter des produits indiens avec votre franc français, bah, même en Inde, on sait ce que vaut le franc français. Donc ça permet du coup de faciliter les échanges et de clarifier vraiment véritablement la position. Donc le Fonds monétaire international, bah, il surveille ça. En fait. Il surveille que voilà, on respecte bien les parités entre les monnaies. Et puis la BIRD ici, bah, elle finance en fait. C'est une banque mondiale. Hein, chaque pays qui est membre de l'ONU met un petit peu d'argent dans cette banque. Et cette banque, elle sert à financer des projets qui vont réaménager, moderniser des pays qui ont été détruits. Donc, par exemple, financer la construction de ponts qui ont été détruits, reconstruire un port qui a été dévasté, construire un barrage pour moderniser le pays. Voilà. Donc, ça sert à faire des prêts à des intérêts assez intéressants pour des pays qui veulent voilà, avoir besoin qui ont besoin d'argent pour développer des projets qui vont moderniser leur pays. Donc voilà, hein, je parlais tout à l'heure de cette nouvelle, ce nouveau standard économique. Hein, ces accords instaurent un nouveau système monétaire international qui stabilise l'économie mondiale. Le système repose sur le Gold Exchange Standard, donc en fait le système de ce qu'on traduit par l'étalon or. Seul le dollar est convertible en or à taux fixe et devient donc le pivot du système. C'est assez technique tout ça, vous n'êtes pas forcément obligé de le retenir, mais voilà, sachez que l'objectif est de stabiliser l'économie. Et donc cette banque, la BIRD et le FMI, sont deux organismes qui ont pour objectif voilà, d'assainir le système financier et voilà, de permettre à des pays de se développer à nouveau.
Il est intéressant de voir que leurs sièges se trouvent tous les deux à Washington. L'ONU, son siège est à New York. Ces deux grandes institutions économiques sont à Washington. Donc vous voyez que ce sont les États-Unis qui trustent un petit peu les lieux de pouvoir pour ces grandes institutions internationales. Ce qui montre bien que les États-Unis lancent un message, hein, c'est eux qui ont la main sur le monde de demain. Alors forcément, vous imaginez que d'autres pays grincent un peu des dents en disant que voilà, la lourde valeur symbolique, hein, de ces installations sont un petit peu effectivement lourdes de sens, et l'URSS bien sûr, mais qui n'a absolument pas les moyens de rivaliser économiquement, considère qu'on n'est pas là dans une volonté de recréer, de mettre en place des bases sereines pour l'avenir. On voit bien ici que les États-Unis ont clairement envie d'avoir la main sur les affaires économiques. Ils ont d'autant plus clairement envie d'avoir la main que justement ils ont de l'argent et ils vont l'utiliser à des fins politiques, et notamment, on en reparlera dans la troisième partie, je vais assez vite là-dessus parce que j'en reparlerai plus précisément. C'est un des points qui va finalement cristalliser les tensions et entraîner un peu la rupture entre les deux grands, c'est ce plan Marshall. Les États-Unis ont de l'argent et donc sont prêts à en prêter à des taux quasiment nul, hein. Donc l'objectif pour eux, c'est pas de gagner de l'argent, ils en ont. Mais ils se disent que cet argent peut servir finalement à accroître leur influence dans le monde. C'est-à-dire qu'ils proposent de l'argent pour financer justement la réorganisation des économies des pays dévastés, notamment en Europe. Et voilà, l'URSS bien sûr condamnera cette, cette action, hein, en disant voilà, il est évident qu'à partir du moment où un pays va accepter des dollars américains, il va rentrer un petit peu sous sa dépendance diplomatique. À partir du moment où voilà, vous êtes redevable à un pays, vous êtes obligé plus ou moins de vous aligner. Qu'est-ce qui dit que voilà, à partir du moment où vous êtes endetté auprès des États-Unis, les États-Unis vous disent pas entre deux couloirs au siège de l'ONU, il y a une décision importante qui va être votée cet après-midi, on a envie qu'elle soit votée, vous allez voter pour nous aussi, parce que sinon, si vous votez contre, on va peut-être être amené à retirer les dollars qu'on vous a prêtés. Donc ça peut être un moyen de pression qui est bien sûr dénoncé par l'URSS et ses alliés. Ceci étant, le plan Marshall, pour les pays qui vont accepter le plan Marshall, ça va être quand même une aubaine puisque ça va considérablement accélérer le retour de la croissance, parce que ça va apporter une manne financière importante, et les pays qui vont l'accepter vont forcément avoir des effets bénéfiques sur leur économie. Vous voyez, on parle des pays occidentaux, hein, donc l'Europe occidentale va l'accepter de manière générale, et le PIB par habitant va doubler, vous voyez, en 15 ans, hein. Donc ce qui est quand même assez phénoménal. Dans les pays qui sont un peu sous la domination de l'URSS, certains pays vont vouloir accepter le plan Marshall, mais bien sûr l'URSS va les empêcher de l'accepter. Donc ça va être aussi un des éléments qui va contribuer à couper l'Europe en deux, entre ceux qui acceptent le plan Marshall et qui vont donc du coup un peu tomber sous la domination américaine, et ceux qui vont le refuser, ce plan Marshall, et qui vont du coup tomber un petit peu sous la domination soviétique. Et donc, dernier point de cette deuxième partie, l'objectif étant de protéger enfin les populations qui ont quand même bien souffert ces dernières années en Europe et dans le monde. Donc, vous avez ici toute une série de documents que je vous laisserai regarder à tête reposée, qui parlent tous plus ou moins d'État-providence, puisque ça va être le mot magique, hein. Donc on avait déjà évoqué à l'issue de la crise de 29, qui va revenir vraiment d'actualité, où on va vraiment essayer de mettre en place des systèmes économiques qui vont s'intéresser aussi aux enjeux sociaux, et d'essayer voilà, de faire en sorte que tout le monde puisse relever la tête, et tout le monde puisse être bénéficiaire de la potentielle croissance à venir, puisqu'à partir du moment où tout est détruit, il faut tout reconstruire, donc ça va générer du travail. Donc les jours radieux sont à venir, surtout qu'il y a une population qui a considérablement réduit.
Mais encore faut-il que cette richesse qui va arriver puisse être partagée par un maximum de personnes. Donc c'est quand même, voilà, là on peut dire qu'on est dans une période positive dans ce domaine-là. Il y a vraiment un souci de faire en sorte que voilà, le monde soit un peu plus égalitaire et l'État-providence qui va se développer dans un bon nombre de pays, notamment en Europe, ça va devenir un peu le modèle européen, hein, va permettre à tous de connaître à des degrés différents bien évidemment, mais à connaître quand même la croissance et la prospérité. Donc voilà, à la fin de la guerre, l'idée d'une généralisation de la protection sociale s'affirme. L'État-providence, hein, donc c'est une forme politique où l'État intervient dans le domaine social et économique pour garantir le bien-être de ses citoyens, pour garantir le bien-être de ses citoyens. Vous voyez, on est là complètement à l'encontre du libéralisme, hein. Ce libéralisme américain, on dit voilà, on fait du business, point. Ceux qui s'enrichissent, bravo, ceux qui foirent, tant pis. Là, on est vraiment, on offre des garanties minimales à chacun. Chacun doit voilà, prendre sa part dans la société et chacun doit en obtenir les bénéfices. Et on estime que voilà, cette paix sociale qu'on achète, ça peut être aussi un vecteur de paix de manière générale dans le monde. Donc, aux États-Unis, on appellera ça le welfare state. Donc, c'est la traduction d'État-providence, hein. Donc, voilà, hein, c'est ce que je viens de vous expliquer. L'objectif, c'est voilà, c'est à la fois de redistribuer des richesses à tout le monde, mais voilà, dans l'objectif de mettre les populations à l'abri de risques et du besoin, hein, parce que on est assez sensible à ça au Royaume-Uni, on ne l'était pas avant, hein, mais la Deuxième Guerre mondiale, là, l'Angleterre a quand même subi de nombreux bombardements, on payait très cher hein, cette Deuxième Guerre mondiale, et on est quand même reconnaissant envers la capacité enfin, le courage et la capacité de résilience des Anglais qui n'ont jamais cédé à la panique, qui n'ont jamais cédé au bombardement et qui ont toujours voilà, fait corps derrière leur Premier ministre, Churchill ou la reine, hein. Et, voilà. Et donc, à la fin de la guerre, il paraît assez évident, quelles que soient les options politiques des gens qui gouvernent, d'apporter une certaine forme de récompense, de remerciement à cette population qui voilà, a mis ses préoccupations personnelles de côté pour voilà, sauver autant que possible un pays qui était en danger. Mais vous avez d'autres pays aussi, hein, comme vous voyez dans les pays nordiques, hein, qui vont aussi adapter ce système d'État-providence et qui vont d'ailleurs en faire des choses assez exemplaires, hein, vont chacun de leur côté euh, s'apesantir sur des problèmes spécifiques à leur propre pays. Et donc là, par exemple, on va s'intéresser au système de retraite, hein, en disant que voilà, c'est pas parce qu'on travaille plus qu'on peut plus avoir de revenus, ou donc encore une fois pour le Royaume-Uni, notamment la santé, hein, que voilà, la santé ne doit pas être une question d'argent et que voilà, si on est malade, on doit avant tout être soigné et l'argent, c'est pas le problème premier. Donc ça nous permet d'arriver au premier point de passage. Bon, je vous ai mis ici deux petits documents pour aller plus vite, mais vous pouvez aller regarder page 144, 145 de votre manuel scolaire où vous aurez donc là d'autres documents qui pourront servir à illustrer. Alors là, vous avez ici donc c'est vous voyez, le Conseil national de la résistance, hein, le CNR. Donc ça, c'est ce qui a mis en place De Gaulle. De Gaulle, hein, je vous avais expliqué, je crois, c'est pas uniquement un résistant, hein. Je vous avais dit, il y avait un résistant, puis des résistants, puis une résistance. C'est le génie de De Gaulle, c'est d'avoir toujours un temps d'avance sur la situation du moment. Quand la France est en pleine débâcle et ne songe qu'à arrêter la guerre avant de tout perdre, et se rallie à Pétain, lui quitte la France, va en Angleterre et fait son appel en disant mais non, la guerre n'est pas finie, elle n'est pas perdue, d'autres pays sont pas encore rentrés en guerre et peuvent nous aider. Il a un temps d'avance. Quand des petits mouvements de résistance se développent en France, lui, il a ce temps d'avance de dire voilà, toute une nuée de petits mouvements de résistance, ça va manquer d'efficacité. Il faut que cette résistance soit unie et hiérarchisée
et dirigé. Et donc, il va envoyer Jean Moulin pour ça, pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Et puis, quand la guerre, petit à petit, va commencer à changer un petit peu de dynamique, hein, et qu'on va sentir que l'Allemagne va commencer à rentrer dans les difficultés, voilà, il affirme cette organisation de la résistance avec ce Conseil national de la résistance, et puis ensuite, avant même que la guerre soit finie, il installe en Algérie un GPRF, le gouvernement provisoire de la République française. Hein, donc il anticipe déjà un gouvernement pour montrer aux Alliés qu'une fois que la guerre sera finie, il n'y aura pas de vacances du pouvoir. C'est pas parce que Pétain va disparaître qu'il n'y a plus de pouvoir en France. Il est là, il est prêt, il a son gouvernement et il peut prendre la suite. Donc il a toujours un temps d'avance. Et là, on est dans ce projet du Conseil national de la résistance où, vous voyez, la guerre est loin d'être finie. On est en 44 et il a déjà un peu listé les besoins du pays et là, il établit clairement un programme d'État-providence. Et donc, voilà, s'il fallait résumer un peu tout ça. Alors, et vous avez donc ici une liste. Alors, on peut reprendre, mais pour éviter le simple recopiage, on apportera des connaissances personnelles que je vais vous apporter. Donc, comme ça, vous les aurez. Et si jamais il y a un travail comme ça à faire dessus au bac, bah, vous avez des arguments supplémentaires à apporter. Et puis ici, vous avez, vous voyez, on dit mobilisation pour le programme du CNR, discours de la tribune de Marcel Paul, résistant communiste, ancien déporté lors de la manifestation du 1er mai 45, place de la Nation à Paris. Donc en fait, ce que le message ici, c'est de dire voilà, on a un communiste qui a priori quand même n'est pas forcément un copain de Gaulle, hein, parce qu'on est dans un mouvement d'extrême gauche, qu'il ne faut pas oublier, enfin vous ne pouvez pas le savoir, mais vous le saurez prochainement, que le Parti communiste devient aux élections de 1945 le premier parti de France. Vous avez deux entités fortes à la fin de la guerre, hein. Vous avez De Gaulle d'un côté et vous avez le Parti communiste de l'autre. Parce que le communisme, ben voilà, c'est le parti qui incarne l'URSS qui a morflé pendant la guerre. Et c'est aussi le parti de la résistance. Beaucoup de mouvements de résistance ont été orchestrés, encadrés, dirigés par des communistes. Et donc à la fin de la guerre, en France, le Parti communiste, on a beaucoup d'estime pour lui. Il symbolise le parti qui a résisté, voilà, qui n'a pas lâché et qui est voilà, un des acteurs importants de la libération du pays et de la victoire. Donc on a un communiste ici qui parle de cet État-providence, parce qu'on peut imaginer que les communistes ont milité beaucoup pour des actions sociales. Et puis on vous dit aussi que voilà, c'est un ancien déporté. Donc ici, vous avez tout dans cette personne. Vous voyez, ces gens certains sont habillés avec leur tenue de déportés. Et donc, voilà, qui montrent voilà, qu'ils ont été des victimes de cette guerre et qui veulent voilà, ne plus être des victimes du monde de demain. Donc, on a ici des gens qui, bah, finalement, ont collaboré en quelque sorte, même si le mot il n'est pas à droit à ce moment-là, avec De Gaulle, où ils ont trouvé quand même des points d'entente en disant voilà, il faut que la France s'intéresse à tous les Français et que chacun puisse prendre part, enfin, relève ses manches et travaille pour l'intérêt de la France, mais puisse aussi bénéficier des éventuelles retombées positives qui devraient arriver prochainement. Donc, communistes, résistants, déportés, on montre bien ici voilà, cette France qui a été victime de la guerre et qui voilà, se réunit et qui milite pour des mesures sociales favorables à l'ensemble de la population française. Donc voilà, donc, ce qui est proposé, hein, bah, c'est vous lirez hein, le document, hein, mais si je résume, c'est à la fois le contrôle de l'économie par l'État, hein, par la planification, on en a déjà parlé avec l'URSS. Alors c'est pas tout à fait le même principe que l'URSS, c'est-à-dire que là on fixe, comme en URSS, des objectifs de production, mais la différence, c'est qu'en URSS, quand ces objectifs n'étaient pas atteints, ben, on allait au goulag, hein, dans les camps de travaux forcés. Là, quand les objectifs
sont pas atteints, bah, c'est tout, ils sont pas atteints, mais par contre, quand ils sont atteints, bah, il y a des primes. Donc il y a une motivation un peu différente. Si vous atteignez les objectifs, vous avez des primes, ce qui est un peu différent que l'URSS, où on vous dit, si vous n'atteignez pas les objectifs, vous irez en prison. Donc c'est plutôt une motivation, je dis positive, et donc ça marche plutôt bien. C'est aussi la nationalisation, c'est-à-dire que l'État va prendre la propriété, va devenir propriétaire de certains secteurs d'activité qu'elle considère importantes, notamment l'énergie. Donc EDF, GDF va passer aux mains de l'État. C'est le secteur de la recherche atomique qui va passer aussi sous contrôle de l'État. C'est la finance. Certaines banques importantes à l'époque vont passer sous la direction de l'État français. Donc le Crédit Lyonnais, la Société Générale. C'est les transports aussi, Air France, la RATP, vont passer sous le contrôle de l'État. Et puis, alors là, on est. Alors pourquoi ces entreprises? Parce que je vous dis, encore une fois, c'est des secteurs stratégiques que l'État estime voilà, devoir posséder pour mieux le contrôler. Mais c'est aussi des fois des sanctions hein, pour les entreprises qui auraient collaboré avec l'Allemagne nazie. C'est le cas de Renault, par exemple, qui a fourni des moteurs et des camions à l'Allemagne nazie pour des déplacements de troupes, notamment, et donc qui sont clairement sanctionnés pour cette politique collaborationniste, et donc passent sous contrôle de l'État. Et puis, comme je vous ai dit, hein, ces propositions elles viennent avant tout du Parti communiste, hein, fortement impliqué dans la résistance, et qui est donc le premier parti de France en 1945. Alors, il ne faudra pas oublier non plus de rajouter, parce que ce n'est pas forcément dit dans le document, qu'on s'intéresse aussi aux femmes. Hein. Le droit de vote sera aussi accordé aux femmes. Euh, et on mettra en place aussi des mesures qui sont plutôt favorables aux femmes, hein, notamment les congés de maternité, les congés de maladie pour garder les enfants, les accidents de travail, qu'on peut trouver assez facilement dans les industries chez les femmes. Et puis, de manière générale, ici aussi, hein, on essaye que je ne dise pas de bêtises, voilà, on met en place la sécurité sociale, bien évidemment, hein, qui permet aux gens de se soigner à moindre frais. On légifère sur le droit du travail, le temps de repos, la garantie d'un salaire minimum. Je vous laisse regarder tout ça. Toutes ces mesures, hein, vous n'êtes pas obligé de les retenir toutes, loin de là, mais elles sont faites voilà, dans l'intérêt de l'ensemble de la population. Et ben voilà, écoutez, c'est la nuit qui vient de tomber. Alors, j'espère que vous avez bien compris cet état des lieux sur cette fin de guerre. Donc, hein, encore une fois, une première partie qui égrène un petit peu toutes les misères du monde à l'issue de cette Deuxième Guerre mondiale. Et puis, cette deuxième partie qui essaye de jeter les bases d'un monde nouveau, avec plein de bonnes intentions. Mais on va voir dans la troisième partie, un peu plus tard, parce que là je vais arrêter quand même, euh, une troisième partie qu'on fera peut-être d'ailleurs en classe la semaine prochaine, on verra bien. Où voilà, rapidement, les premiers événements, les premières tensions entre les deux grands vainqueurs de cette Deuxième Guerre mondiale vont réapparaître et vont finalement laisser vite comprendre que voilà, la paix mondiale, c'est pas pour demain. Donc on va rentrer dans le dur hein, à partir de la troisième partie. On va avoir les premiers conflits de la Deuxième Guerre mondiale. Alors je vais vous mettre en ligne aussi un petit documentaire qui vous montre un petit peu les grandes, alors assez rapide, hein, une dizaine de minutes, qui retrace un petit peu les grandes étapes de la guerre froide que l'on va étudier. Et puis vous verrez, je me permettrai pour votre culture générale de faire régulièrement des références à des séries ou à des films qui traitent la guerre froide. C'est un sujet qui a inspiré beaucoup d'acteurs, beaucoup d'artistes, beaucoup de réalisateurs. Et donc, il y a pas mal de films ou de séries intéressantes, si par ailleurs vous avez le temps,
d'y jeter un œil ou un regard. Voilà, je vous soumettrai quelques idées. En attendant, ben, moi, je vais vous laisser là, et puis ben, ça sera mon premier peut-être témoignage musical. Je vous laisse, si ça veut bien se mettre en route, avec les Beatles qui voilà, vont rentrer chez eux en URSS.